qu'en fait on s'est rencontrés au moment où on voulait chacun quitter Nice. En fait, on avait décidé chacun de notre côté de quitter Nice pour aller construire plutôt ailleurs. Alors qu'on a tous vraiment nos racines dans le sud-est, sur le littoral, enfin on va dire on est tous à peu près entre Cannes et Monaco. Et on s'est rencontrés à ce moment-là et en fait à ce moment-là on a décidé que peut-être il y avait quelque chose à faire à trois, tous les trois. Et donc on a essayé finalement de se confronter à ce territoire qu'on aime tant et sur lequel peut-être on n'osait pas construire. Et donc voilà, on s'est dit à trois on va tenter quelque chose. Travailler dans un territoire très particulier et il y a une séquence de poursuite dans ce film d'Hitchcock, La main au collet, qui traverse, qui est sur la Grande Corniche, qui est une voie qui relie Nice à l'Italie. Et donc la poursuite traverse tous ces paysages dans lesquels on est venu bâtir. Oh, lovely day. Have you ever seen any place in the world more beautiful? Just look at the colors of the sea down there in the sky and those little pink and green buildings on the hill. Think of all those roofs you could climb over. Je crois qu'on est surtout amis avant tout. Et on fait tout un peu tout à l'agence, que ça soit... on a commencé en faisant du secrétariat à la conception et au suivi de chantier. Bon, après l'équipe s'est étoffée, mais en fait on est complètement interchangeables tous les trois. En ce sens, on n'est pas du tout complémentaires. On pourrait même dire que finalement on n'est même pas irremplaçable, ça marcherait aussi bien à deux ou à un, puisqu'on a à peu près tous les trois les mêmes spécificités. Et donc ça démarre beaucoup par la visite de site, bien entendu, et puis par la parole, par la discussion. Ensuite, on a des outils qui sont propres à l'agence. Par exemple, on travaille beaucoup en maquette. Ça, c'est un élément très important dans notre travail, pour plusieurs raisons. Parce que la maquette, c'est déjà un très bon outil de communication avec un client. Tout le monde se met à la maquette et finalement on a une table à l'agence qui est un peu comme une table d'opération chez le médecin, chez le chirurgien, où on a nos projets en cours, en maquette, et chacun peut venir et travailler dessus. Et la maquette, finalement, c'est une façon de laisser le projet ouvert, en fait, complètement ouvert. Tant qu'il n'est pas finalisé, on peut modifier la maquette. Et puis même pour pousser les choses encore plus loin, même le chantier pour nous, c'est une maquette à l'échelle 1, donc on se permet encore de changer des choses et parfois même de changer beaucoup de choses sur le chantier. On a fait beaucoup de projets en béton dans le sud, mais c'était pas du tout la mystique d'un matériau et de ce matériau en particulier. Au contraire, nous, le matériau, il répond vraiment au site, quoi. Nous, on essaye en tout cas de faire une architecture située. Donc là où on a construit, c'est un paysage qui est très minéral, un territoire qui est marqué par les infrastructures, par les murs de soutènement, par des parois calcaires. Et donc souvent, on est confronté à ce type d'infrastructure. Et donc on essaye d'y répondre aussi par la matière. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est on construit beaucoup sur des terrains en pente, et l'adaptation au sol, déjà ça engloutit une grosse partie du montant des travaux, et puis elle se fait même essentiellement en béton. Et donc nous, dans notre architecture, dans la façon dont on construit, on a des projets qui naissent du sol, on peut dire, qui coagulent même avec ce sol. Et donc pour nous, c'est assez logique finalement que la partie infra et la partie superstructure soient dans le même matériau, que ce qui est au-dessus du sol finalement soit le prolongement de ce qui est enterré. Il y a aussi une filière très locale du béton, c'est-à-dire qu'on ne construit pas ni en bois ni en métal dans le sud. Les entreprises, c'est des maçons. Et donc il y a un vrai savoir-faire local qui est intéressant à développer, et avec des compétences qui sont très très grandes, et ça nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, peut-être plus de compétences
dans le gros œuvre que dans le second œuvre. Et c'est pour ça que d'ailleurs la plupart de nos projets, on essaye d'en faire plutôt des projets de gros œuvre, c'est-à-dire de minimiser le second œuvre. Et donc d'avoir souvent ce matériau, par exemple le béton, présent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc avec des systèmes ensuite particuliers de détails qui permettent de faire rentrer la matière à l'intérieur du projet et d'aboutir à des projets qui sont parfois monomatières. On veut à tout prix éviter la fatalité de l'isolation par l'extérieur. Parce que la Côte d'Azur ou le littoral, on est en milieu marin, donc il y a un air salin qui est fortement chargé en sel, et toutes ces vêtures qu'on vient mettre, tous ces bardages qu'on vient mettre sur les structures, finalement on ne connaît pas tellement leur pérennité. Et nous on pense qu'il vaut mieux être pérenne à l'extérieur, quitte à avoir soit des doubles murs avec un isolant central ou une isolation par l'intérieur, mais qui assure beaucoup plus de pérennité que ces bardages qui sont rapportés sur les façades. Finalement, on va essayer généralement de travailler sur des exostructures, de limiter le nombre de points porteurs dans un bâtiment, de limiter aussi le nombre de gaines pour avoir l'espace le plus flexible possible, parce qu'on sait que ce qui va évoluer, si le bâtiment résiste, ce qui va évoluer, c'est son programme. Donc peut-être qu'un jour, une école, ça deviendra bureau, ça va devenir des logements, des lofts. Donc on travaille beaucoup sur la structure dans ce sens. La quasi-totalité de nos projets n'ont pas de structure à l'intérieur. On rejette toujours la structure en façade. Et c'est ce qui permet ce qui nous semble en tout cas pouvoir permettre la transformation des bâtiments. Les écoles, on est dans un territoire qu'on aime beaucoup, on est dans un territoire très particulier, avec une topographie très forte, avec une relation au paysage, une relation à l'horizon qui est très très forte, et donc qui donne une identité très particulière à ce territoire. Et moi j'ai beaucoup aimé faire ces écoles parce que on s'est toujours poser cette question, qu'est-ce que c'est de naître dans ces territoires avec cette topographie, avec cette pente, avec cette vue vers le sud sur la mer, et comment on peut retranscrire ça finalement dans un projet, quoi. Voilà, qu'est-ce qui fait l'identité de ce lieu, et donc souvent, par exemple, je pense à une école qu'on a fait à Villefranche, qu'on avait travaillé comme une école de plein air. En fait, où tous les espaces s'ouvraient complètement sur des espaces extérieurs. Chaque espace intérieur avait son prolongement à l'extérieur. Donc pour nous, ça c'était une réponse. Faire une école de plein air, c'était une réponse à ce que peut être une école dans le sud. C'est par exemple très intéressant, ça c'est ce que je pense en tout cas, de pouvoir mettre des petits en relation avec la matière, en relation proche, quoi, et pas forcément tout peindre, mais on peut avoir un béton brut et sentir la matière. Et puis d'imaginer aussi qu'une école, c'est pas le prolongement de la chambre d'enfant. Et donc que ça peut être un espace neutre, pas forcément un espace très coloré. Parce qu'un espace neutre, ça va pouvoir recevoir par exemple des dessins d'enfants beaucoup mieux, ça les mettra mieux en valeur par exemple qu'un mur avec une couleur très vive par exemple. Donc la neutralité, elle est intéressante aussi. Dans la pente, le travail en coupe, il est très important parce qu'il y a une difficulté quand on travaille dans la pente, c'est pas la façade sud qui va donner sur la mer. La façade qui est compliquée, c'est la façade nord, celle qui donne sur le coteau, celle qui donne sur la pente, quoi. Et c'est un exercice d'école, quoi. C'est comment on arrive à ramener de la lumière, comment on arrive à ramener des vues sur la façade qui est contre terre, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ça se règle beaucoup en coupe. C'est souvent un espace où on circule en fait. On le voit souvent comme ça, comme un espace où on peut circuler, où on a généralement une grande générosité en termes de hauteur, on ramène la lumière zénithalement, mais c'est les espaces les plus intéressants finalement. Camille!
La scène du mépris, forcément à Capri sur la terrasse, avec ce rapport à l'horizon. Camille! Cette toiture minérale et accessible. La minéralité, c'est une des composantes de notre territoire. Moi, il y a une figure qui m'a beaucoup marqué, c'était pendant mes études, c'était Alexandre Chemetov, qui est paysagiste, qui est architecte, enfin qui est devenu ensuite, mais voilà, qui avait cette pensée, je l'ai eu dans mes dernières années, puis c'était mon directeur de diplôme, et avec lui, il m'a initié un petit peu au paysage, quoi, et une façon de faire de l'architecture qui vient plus du paysage, en fait. Voilà, comment on passe du paysage à l'architecture, ça c'était un enseignement très important, et puis le deuxième, c'était aussi qu'est-ce que l'architecture peut donner en plus, quoi. Pas seulement la résolution d'un programme et d'un fonctionnement, mais qu'est-ce qu'elle peut donner en plus à la ville, en fait. Et donc se servir de chaque projet comme une petite action, une petite intervention urbaine aussi, pour donner un parvis, relier, on l'a fait à la Trinité par exemple, relier la ville haute à la ville basse. Il y a des choses qui ne sont pas forcément énoncées dans le programme, mais donc c'est à l'architecte, quoi, de décoder, quoi, de trouver la question cachée du programme, quoi, pour essayer de résoudre des petites choses, hein, parfois de façon extrêmement discrète ou humble, mais voilà, parfois il y a des toutes petites actions qui changent beaucoup la physionomie d'un quartier. Donc en fait on a deux lieux qui sont très différents, puisque à Nice on est plutôt dans un appartement bourgeois, très haut sous plafond, un très bel appartement, et à Paris c'est dans un immeuble ancien, mais bon, on a fait des travaux, donc on est dans quelque chose d'assez neuf et beaucoup plus impersonnel. Mais c'est vrai qu'on a vécu longtemps, on a eu notre agence pas mal d'années dans le Haut Riviera Palace à Beau-Soleil. Et ça, c'est vrai que ces hôtels de la Belle Époque, pour nous, c'est des archétypes qu'on aime bien, qui sont importants pour nous, parce que je peux en parler un peu, pour nous, c'est vraiment les pionniers de la construction dans la pente, de la densité dans la pente, on va dire. Hormis les villages perchés qu'on trouve dans la RPI niçois, les hôtels de la Belle Époque, c'est les premiers à s'être installés avec cette densité-là dans la pente. Donc loin des villes, parce que c'était pour des raisons hygiénistes à l'époque, puis aussi pour avoir la vue. Puis la ville les a rattrapés, et en fait ils ont une implantation tellement forte sur leur site que ça devient de véritables générateurs urbains, quoi, ensuite. Et c'est eux qui donnent la règle de la ville qui les a rattrapés. Et voilà, tout nous intéresse dans ces bâtiments, la puissance avec laquelle ils s'installent, et puis aussi l'extrême délicatesse avec laquelle ils regardent la façade arrière, comment ils imaginent faire entrer la lumière, avoir des appartements traversants, ventilés naturellement. Enfin, il y a beaucoup de leçons à tirer de ces bâtiments. On a beaucoup regardé David Hockney, les collages de David Hockney, comment il arrive d'une façon un peu cubiste à rendre un site, en fait, en faisant un collage de photos avec des points de vue très différents. Donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé à un moment donné pour analyser nos sites, en fait. On en faisait des grands collages. On dessine beaucoup, on fait beaucoup de maquettes et on parle de tout ça en permanence, hein. On peut dire que depuis 15 ans on a cette conversation un peu ininterrompue où on parle de nos projets passés, futurs, on reparle même de concours perdus, on reparle de choses qu'on aurait pu faire mieux. Donc voilà, c'est ça, c'est une conversation sans fin. Il faut en finir avec le hasard maintenant. Nouvelle lune de la décision. Je ne sais pas si ça peut exister, ce qu'on appelle le destin, mais je sais que la décision, ça existe. Décide-toi. Maintenant, c'est nous le temps. Voilà, dans Les ailes du désir de Wim Wenders, il y a un message très beau. Ces deux anges donc, qui regardent la ville de Berlin, qui ne peuvent pas interagir avec les hommes. Et puis il y a un des deux anges qui tombe en émoi, qui tombe amoureux d'une petite trapéziste, en fait. Et donc il décide de devenir humain. Et donc s'il devient humain, il va mourir, quoi. Donc, mais il préfère découvrir la sensualité, les plaisirs charnels ou autres, ou ne serait-ce qu'il parle de boire un café et fumer une cigarette aussi, mais il préfère aller dans dans la vie réelle, quitte à en mourir. Et puis une des dernières phrases du film, c'est la trapéziste qui lui dit, parce qu'il hésite beaucoup, il lui dit voilà, il faut que tu te décides maintenant. Et je trouve que, c'est une phrase très simple, mais c'est ça, quoi. La vie, c'est une succession de choix, et que voilà, il y a
une succession de décisions quoi, importantes. Et il faut surtout pas rentrer dans une routine ou un confort, quoi, parce que ça, c'est terrible pour l'architecte. Il faut toujours être un peu sur le fil quoi, pour garder l'envie d'expérimenter. Wim s'il aime l'architecture. Voilà. Dans Les Ailes du Désir, il filme la bibliothèque de Hans Scharoun, donc des endroits très emblématiques comme ça. Et dans tous ses films, d'ailleurs, il y a des bâtiments importants dans l'histoire de l'architecture ou pas, ou des bâtiments intéressants en tout cas. Et puis, il a une façon aussi de faire du cinéma où il est dans l'improvisation en permanence. Enfin, il fait improviser ses acteurs, donc il fait le film quoi, en le tournant quasiment. Quoi. Donc c'est un espèce de saut dans le vide comme ça que je trouve intéressant et ça nous pose aussi... on se pose aussi cette question, souvent et on fait d'ailleurs, on modifie beaucoup les projets tout au long des études, on le modifie même pendant le chantier. Alors forcément on modifie pas tout pendant un chantier, mais on peut se permettre, surtout quand on est par exemple dans un bâtiment, moins dans un bâtiment en acier et assemblé, mais plutôt dans un bâtiment en béton coulé en place, on peut intervenir, faire encore des modifications. Je dirais l'architecture c'est une utopie réaliste. Voilà, c'est le mesurable et le non mesurable. Voilà, c'est le rêve et la réalité. C'est ça. C'est trouver et voilà, ne pas oublier ni l'un ni l'autre. Je peux boire mon café ou pas? Oui. En fait, comment on s'est rencontrés?